Au-delà des classiques notions d'espace et de temps, par-delà l'histoire que l'on nous a apprise à l'école, il est une autre vérité où s'équilibrent ombre et lumière, peurs et croyances. Apprêtez-vous à revivre l'histoire de l'homme, notre histoire. Bienvenue à bord d'Il était deux fois l'homme. Bienvenue à tous pour ce troisième volet d'Il était deux fois l'homme avec mon ami Gilles Concalves. Alors, je vais présenter Gilles pour ceux qui ne le connaîtraient pas. Avant toute chose, donc, tu es le président de la Fédération européenne des médecines naturelles et complémentaires, fondateur de l'Institut de formation de médecine traditionnelle chinoise et vietnamienne Hoa Tien Duong à Genève. Tu es ceinture noire 5e dan de Viet Vo Dao, spécialiste des états de conscience modifiés et enfin master praticien en thérapie brève neuro-intégrative. Alors, si je résume ton parcours, tu es un président qui nous veut du bien, mais tu peux aussi nous casser en 1000 morceaux des pieds à la tête, ensuite nous piquer et nous soigner avec des plantes chinoises, nous remettre le cerveau à l'endroit en nous faisant intégrer tous nos neurones. Est-ce que c'est bien ça? Oui, c'est ça, exactement. Un superbe résumé. Alors, ce soir, on va aborder les biais cognitifs. Donc, on va parler bien sûr de manipulation mentale. On va aussi parler d'expérimentation sur les populations à travers donc des biais cognitifs. Alors, ma toute première question, les biais cognitifs, qu'est-ce que c'est? Alors, les biais cognitifs, c'est simplement le mécanisme automatique du cerveau qui nous emmène à percevoir la réalité d'une certaine manière. Donc, vraiment par biais automatique, c'est ce qu'il faut retenir. C'est en dehors de tout contrôle profond de notre pensée, de toute rationalité. C'est comment je perçois automatiquement les choses. Voilà, comment je les interprète et comment je réagis, on va dire, entre guillemets, au premier degré. D'accord. Ça, c'est quelque chose qu'on a toujours eu ou c'est quelque chose qu'on ne savait pas qu'on avait, qui a été découvert voilà. Si, c'est quelque chose qu'on a toujours eu, puisque les anciennes traditions, y compris justement, puisque tu évoquais tout à l'heure les arts martiaux vietnamiens, puisque je sors du Viet Vo Dao en particulier, bien, ce sont des choses qu'on travaille énormément, qu'on connaît et sur lesquelles on joue évidemment, soit pour nos propres performances dans le cadre de la préparation mentale, par exemple, la préparation physique également, mais la préparation mentale, ou dans le contrôle en fait de nos pensées, le contrôle de notre énergie, éventuellement contrôler aussi psychologiquement l'adversaire. D'accord. Et l'étude de tout ça, ça a été inventé apparemment, de ce que j'ai cru comprendre, ça a été inventé récemment, qu'on s'est intéressé à ça. Quels en sont un petit peu les… Qui a commencé en premier à vraiment fouiller là-dedans? Je pense qu'il y a plusieurs époques déjà. Il y a des études ont commencé depuis l'aube des temps, dès l'instant où l'être humain a voulu dominer un être humain. Ça, c'est pas compliqué. Ouais. Donc, il y a les études ouvertes à la population dans une époque, on va dire, lointaine, de 1000, 2000 ans, 3000 ans en arrière. Les gens se préoccupent de se nourrir, donc d'aller dans les champs, travailler dans le système agricole. Ils n'ont pas d'éducation, ils savent ni lire ni écrire. Très peu de gens sont lettrés. Les personnes qui sont les castes dominantes, elles, ont un enseignement déjà intellectuel pour la numération et la lecture, mais aussi pour comment gouverner le peuple, en fait. Donc, c'est une tradition ancienne que de savoir comment manipuler des masses, des foules, et comment, en fait, induire des choses à quelqu'un. D'accord. Donc, on peut dire, sans dire de bêtises, que ça a été un petit peu mis au point plus tôt dans les années, on va dire, le XXe siècle, avec, si je prends par exemple le livre d'Édouard Bernays, Propaganda et tous ces trucs-là, ça a commencé un petit peu à pointer le bout de son nez. Ouais, c'est ça. Là, Bernays, je ne sais plus, je crois que c'est en 1930. Ouais, c'est ça, c'est 24, je crois, de mémoire. Oui, dans les années 30, quoi. Fin 1920, ouais. Ok. Alors ça, c'est l'époque contemporaine du début de la propagande et de la, comment dire, psychologie sociale. D'accord. Du travail sur les masses, les foules. Après, il y a eu d'autres périodes. La Deuxième Guerre mondiale était assez riche dans les expériences qui ont été faites par les nazis, par exemple. Ouais. Et les neurosciences beaucoup plus modernes ont une quarantaine, une cinquantaine d'années. D'accord. J'ai entendu dire que l'opération Paperclip, puisque tu abordais la Deuxième Guerre mondiale, cette fameuse opération d'extradition en fait de grands chercheurs nazis vers les États-Unis, qui ont tous fini ou à la NASA ou à l'OTAN ou à l'ONU,
euh, et puis d'autres dont on ne sait pas trop où ils sont partis. Dans cette opération Paperclip, est-ce qu'il y a eu aussi des gens qui se sont vraiment intéressés de plus près au biais cognitif à cette époque-là? De toute façon, là, il y a deux choses. Il y a l'opération Paperclip, c'est-à-dire le rapatriement des cerveaux allemands nazis qui ont servi pendant la Deuxième Guerre mondiale à élaborer le projet d'Hitler, quoi, du coup, qui ont été rapatriés aux États-Unis. C'est ça l'opération Paperclip. Si on parle de, comment dire, les fondations neuropsychologiques qu'il y a eu pendant la Deuxième Guerre mondiale, déjà avant cette opération, on peut citer Goebbels, qui, par exemple, disait très clairement que c'était pas la peine de convaincre les gens par des idées. Ils avaient juste à réduire le vocabulaire des personnes, de la société, de telle façon qu'ils ne puissent plus exprimer leurs propres idées. Donc, tu vois, déjà, on voyait les manipulations bien emmenées, bien construites et bien faites de la part d'énormément de scientifiques et de savants allemands, dont Goebbels a pu, comment dire, envoyer quelques noms ou quelques citations et la façon dont il fonctionnait neurologiquement, parce que je viens de te citer, par exemple. D'accord. Ce que j'ai pu aussi trouver comme information, c'est que des gens comme Daniel Kahneman ou Amos Tversky, dans les années 70, ont vraiment étudié les biais cognitifs, mais là, j'ai l'impression que c'était plus à des fins économiques. Oui, Daniel Kahneman, c'est un prix Nobel d'économie déjà, du psychologue à la base. Et en fait, c'est un spécialiste du comportement social lié à l'économie. Mais effectivement, lui, il a mis en évidence des choses extrêmement intéressantes comme les deux vitesses du cerveau, qu'il appelle système 1 et système 2, qui sont justement à mettre en perspective de par la façon dont on fonctionne. Le système 1, par exemple, étant le système le plus réactif émotionnel, c'est-à-dire on réagit à un stimulus et depuis notre banque de données, depuis notre histoire, on émet une réaction assez instantanée, je dirais. Et ce qu'il appelle le système 2, c'est le système de pensée beaucoup plus profond. On prend en compte ce qu'on nous raconte, on prend en compte l'équation qu'on a à résoudre, on prend en compte un problème de vie, on le pose, on réfléchit dessus, on le rationalise, etc. Donc ça, c'est le système 2. Il est beaucoup moins, il n'est pas instinctif du tout, il est rationnel. Et là, en fait, c'est celui qu'on devrait privilégier pour répondre à un problème quelconque dans la vie. Oui, justement, ces deux systèmes, il a mis en exergue deux systèmes. Est-ce qu'il n'y en a pas trois ou peut-être quatre? Est-ce qu'il y en a finalement que deux? Oui, il y en aurait un troisième, en fait, qui englobe un peu la totalité, avec un système un peu plus intuitif, mais basé beaucoup sur l'expérience, mais qui, de toute façon, devra être, enfin, cette expérience devra être de toute façon rationalisée. Hein. D'accord. On ne peut pas se contenter de dire, voilà, j'ai un avis sur quelque chose, si tu n'arrives pas à l'argumenter, la rationaliser, et puis la mettre en route de par des objectifs et des choses concrètes qui fonctionnent, du coup. Oui, du coup, on a deux systèmes qui ne peuvent pas vivre, on va dire, l'un sans l'autre. Après, est-ce que on nous construit finalement pour ne n'utiliser que plus un que l'autre? Peut-être, on utiliserait peut-être plus le système 1 qui est un système de réflexe, un système rapide, plutôt que le système de réflexion qui demande plus d'énergie du coup. Alors, au niveau social, il est évident, parce que je pense que c'est ce qui est sous-jacent à ta question, c'est est-ce qu'on se fait manipuler sciemment par des personnes qui savent manipuler ces deux systèmes, en tout cas qui savent manipuler nos réactions? La réponse est oui, évidemment. On le voit tous les jours par la publicité, mais au-delà de ça, on le voit dans la trajectoire de notre société. Donc, c'est une société qui est voulue, qui a été mise en place de la manière dont on la connaît maintenant et qui est forcément orchestrée et, entre guillemets, intelligemment orchestrée. Oui. Et du coup, j'avais aussi une question, c'était comment on reconnaît que là, on est dans un biais cognitif? Parce qu'apparemment, il n'y en a pas, il y a deux systèmes, mais des biais cognitifs, il y en a, je crois que j'ai lu qu'il y en avait 250, quoi. Donc, comment à un moment donné, on se dit, tiens, je suis là dans tel ou tel biais cognitif, et comment on fait justement pour
finalement, est-ce qu'on n'a pas une petite alarme qui doit sonner à un moment donné pour se dire, ah, attention, là, je suis en train de partir dans un biais cognitif qui n'est pas la réalité. T'as pas de biais cognitif si tu, comment dire, déjà, n'es pas au courant que tu en as, donc tu peux en avoir, et que tu te laisses aller tout le temps à des raisonnements ou des spéculations hasardeuses, rapides et émotionnelles, qui sont basées juste sur comment tu as capté l'info d'une manière rapide, sans t'attarder à savoir si cette information, elle est vraiment réelle, si vraiment le cadre de l'information que tu reçois est bien celui que tu as compris. Et donc là, ça devient compliqué. Donc les biais cognitifs, en fait, on n'y échappe pas. Par contre, si tu sais que tu es soumis à ça, il faut connaître les tiens propres. Et là, en fait, c'est le retour d'expérience, voir les endroits dans lesquels, dans ta vie, par exemple, tu es entêté sur une idéologie, mais qui ne fonctionne pas. C'est-à-dire, si tu prônes des choses, ou les gens prônent des choses, mais qui ne fonctionnent pas du tout. Donc là, on voit qu'il y a un biais cognitif extrêmement fort, de telle manière à ce que la personne est complètement obnubilée par le voile de ce biais cognitif. C'est la seule façon de s'en apercevoir. C'est voir qu'en fait, ce que tu racontes est dysfonctionnel, ça ne marche pas. Oui, un petit peu comme ce que les gens ont pu raconter là avec la sortie de cette crise Covid sur oui, il faut rester dans la lumière, faut s'aligner ou alors faut faire des méditations, etc. C'est ce genre de trucs quoi. Tous les. Ouais. Tu m'emmènes sur le côté spirituel de certaines obédiences. Effectivement, il y a des obédiences ou des croyances qui sont dysfonctionnelles et qui viennent effectivement de biais cognitifs. Quand tu vois que ça fonctionne, mais vraiment pas du tout, voire que c'est pire, logiquement, retour d'expérience, tu te remets en cause et t'arrêtes. Tu te demandes pourquoi. Et là, du coup, tu le fais pas. Donc, il y a des personnes qui continuent à prôner tout le temps la même chose, même si ça fonctionne pas. Mais depuis la nuit des temps, c'est comme ça. Mais j'ai envie de dire, qu'est-ce qui fait que ces personnes continuent à prôner ces choses-là malgré que ça n'apporte rien ou ça ne résout rien? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on reste enfermé dans ces biais-là? Eh ben, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est que tu t'en aperçois pas. Puisque toi, tu utilises des biais cognitifs qui te perturbent la vue, comme le biais de confirmation. C'est-à-dire que puisque lorsque tu médites, tu te fais du bien, puisqu'il est la réalité d'une méditation, elle est faite pour ça. Bah oui. Tu te régénères, d'accord? Tu penses qu'en l'exportant, la socialisant ou la sociabilisant, je sais pas comment on a envie de dire, en la répandant en groupe et que tout le monde y adhère, du coup, tout le monde va être dans de ce bien-être. Mais en réalité, la société, elle ne fonctionne pas juste sur un seul paramètre. Elle fonctionne sur des millions, voire des milliards de paramètres complètement inconscients qu'on ne maîtrise pas. Et c'est pas parce que tu as envie de quelque chose que cette chose se produit. On le voit bien dans nos vies. Tout le monde veut de l'amour, gloire et beauté, je dirais. C'est le titre d'un sitcom assez connu. Mais en fait, on est toujours en train de... On a souvent des souffrances, ça se passe pas comme on veut, on a des embrouilles affectives, des embrouilles de travail, financières. Donc, entre ce qu'on veut et ce qu'il y a, ou ce qu'on dégage, il y a des univers entiers qu'on n'a pas envie de voir. Voilà. Finalement, est-ce qu'on peut dire que derrière l'utilisation de ces biais cognitifs, ça a servi à dresser des populations un petit peu, j'ai envie de dire, comme les récits orwelliens ou les récits d'Aldous Huxley, où on voit dans ses écrits que ce qui s'est passé pendant 2 ans et qui risque de se prolonger là, on est en plein dans ces récits-là. Et finalement, on a plus ou moins buggé quand c'est arrivé parce que est-ce que inconsciemment on avait dans la tête ces livres et on s'est dit ah bah ouais bon ça ressemble à du Orwell ou du Aldous Huxley il y a 2 choses dans ce que tu dis. Il y a est-ce qu'on nous a pas prédestiné, pré-mâché la route pour penser que en fait tout ça, tout ce qu'on vit est logique puisqu'on a déjà préformaté en t'envoyant plein de entre guillemets pré-informations. Je me répète avec pré, mais du coup, tu sais, Huxley disait également que faut faire très très attention à ce qu'on nous enseigne et à douter de ce qui nous paraît évident. La propagande, c'est ce qu'il disait, c'est tout le contraire de faire attention et de douter. La propagande, c'est nous enseigner à accepter et à prendre pour évident ce dont il serait raisonnable de douter. C'est fort. Donc, il le dit lui-même. Voilà. Alors que je sais que dans certains enseignements, justement, on t'apprend à remettre en doute, notamment dans les communautés scientifiques. La science apprend à remettre en doute. C'est-à-dire que
j'ai fait une expérimentation, une expérience, et puis j'ai un résultat. Je viens te le montrer, par exemple. Toi, tu vas venir le remettre en doute en me montrant un autre résultat issu peut-être de la même recherche. Et c'est ça qu'on n'a plus vu en fait avec cette doxa permanente pendant plus de 2 ans, c'est qu'il y avait une seule façon de penser, la façon unique, et puis tout le reste était mis dans la case complotiste. Oui, pardon, absolument, mais tu sais, c'est quand même extrêmement facile d'emmener une société vers un entonnoir à travers justement le nudging, à travers ce qu'on veut lui faire Mm. croire, à travers le même type d'information. Il suffit de rabaisser son niveau de conscience, et pour rabaisser son niveau de conscience, justement, il faut l'emmener à ne jamais douter. Ouais, Donc, c'est ce que je disais précédemment. Donc, on te fait accepter, et pour évidence, ce dont il serait raisonnable de ouais, douter. Et là, on t'empêche complètement de douter, puisque tu as plein de biais d'autorité. Comme j'ai dit dans un précédent interview, je sais plus, je crois que c'est avec Dominique Dumais, du mai, on te met ouais, un cadre, c'est la télévision. Tu as appris qu'à travers cette télévision, au journal de 20 heures, les gens, en fait, sont des professionnels de l'information. Tu n'as aucune raison de douter d'eux. Et ces gens professionnels de l'information, des journalistes, dont tu as appris à ne pas douter, font venir d'autres personnes d'autorité, donc des médecins, des scientifiques, etc., qui sont le deuxième biais d'autorité, qui viennent confirmer donc que tu n'as aucune raison de douter, qu'ils soient payés ou pas, qu'ils aient des conflits d'intérêts ou pas, on s'en fiche. Hein, on te donne un cadre dans lequel ces médecins ont, une fois de plus, un biais d'autorité qui vont te déverser ce que tu veux. Et là, du coup, si tu ne doutes pas, si tu ne remets pas en cause ce qui t'est dit, hein, à ce ouais. moment-là, tu tombes dans tes propres biais cognitifs et dans cette espèce d'entonnoir dans lequel on te conduit, dans lequel on conduit ta pensée, pour qu'à la fin, tu résolves l'équation avec pour seul résultat de dire oui, c'est vrai. Donc ça doit être, c'est forcément comme ça. Hein, c'est vrai, Ouais. c'est forcément vrai. Justement, est-ce que ce système social n'est-il pas construit justement en adéquation avec ce système économique? Est-ce qu'on peut Il a dire que... toujours été, tu sais, Bernays, sans vouloir te couper, je suis désolé, hein, Ah oui, vas-y, vas-y. il mettait en avant que, comment dire, la propagande, c'était son livre qui s'appelait Propaganda, Ouais, qu'il a écrit en 28 ou quelque chose comme ça. C'est un vrai guide de l'industrie et des relations publiques pour, en fait, cultiver tout cela à travers l'influence. Et là, d'accord. c'est ce que je te disais, en fait, au début de notre conversation. C'est ancien comme le monde, ça. Hein. Même Socrate disait que l'art de persuader est à mettre en avant plutôt que de contraindre les gens. Donc, on a vite compris qu'il valait mieux t'emmener dans un cadre dans lequel tu ne réfléchiras pas, et là, c'est le cadre de la persuasion, plutôt que de t'emmener à pouvoir élaborer ta pensée, t'emmener tous les girons, les perspectives d'une information, tiens, ça c'est vrai, mais peut-être que c'est faux, la remettre en doute, etc. Emmener différents experts qui ont un débat contradictoire pour t'obliger à penser par toi-même. Ça, on ne t'emmènera jamais. Oui, ça me renvoie à ce que tu disais, tu citais Socrate, Platon et tous ces gens-là, en fait, ce qu'on appelait l'agora, et l'agora, elle a été remise en question, puisque justement, l'agora était fait pour éduquer le peuple à s'exprimer, à parler, à remettre en question, à avoir des débats. Et du coup, cette agora, elle a été remise en question, elle a même été interdite, hein, et on sait qu'en France, on a restreint les paroles tout au long des siècles, notamment sous Richelieu, où tout était contrôlé par lui par rapport à la pensée qu'il fallait avoir du système de l'époque. Alors aujourd'hui, je vais nous emmener sur le nudge et le nudging. Donc pour avoir ce langage, euh, j'ai envie de dire, qui nous conduit à avoir des biais d'autorité bien particuliers et qui soient en gros toujours les mêmes et à nous éduquer de cette façon-là, on y a mis en place le nudge ou le nudging. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, est-ce que tu peux nous donner un petit peu plus de détails là-dessus? Bon, en bref, c'est comment on emmène des gens dans cette espèce de couloir de pensée unique où tu vas être invité à faire des choses Ouais, qui vont te paraître spontanées, dans laquelle en fait tu n'as rien décidé, on a décidé pour toi, mais tu gardes cette impression que l'idée vient de toi. Je te donne un exemple, pour obliger les gens dans une ville à être plus écologiques et à mettre leurs déchets dans une poubelle, on va peindre cette poubelle en vert mhm, et puis dessiner des pas verts
quelques mètres avant la poubelle, c'est pas vers, t'emmène et te dirige vers la poubelle. Et quand tu vois tout ce concept, en fait, eh ben, automatiquement, tu es plus enclin à aller jeter tes déchets plutôt que de chercher D'accord. une poubelle, etc. Donc, on t'emmène, on te conduit. Ouais. En fait, on t'infantilise par une espèce de jeu ludique. J'ai vu que dans certaines gares, pour inviter les gens à ne plus fumer, par exemple, on mettait euh, des poubelles à mégots avec au-dessus quel est votre acteur favori. Tu avais le choix entre Al Pacino ou De Niro, par exemple, et tu écrasais sur ou Al Pacino ou De Niro. Voilà, C'est ça. c'était. Alors, effectivement, on peut prendre le nudging comme quelque chose de négatif parce qu'on s'en sert pour contraindre une société. On peut la manipuler très facilement. Ouais, On pourrait s'en servir pour améliorer l'être humain ou la société aussi. Donc, c'est à double tranchant, en fait. ouais. Mais on sait que souvent, c'est le deuxième tranchant qui est pris. En fait, c'est celui pour nous conduire, on nous oblige à faire des choses. On va prendre l'exemple bête du tri des poubelles. En fait, la poubelle jaune et les poubelles grises, etc., etc. C'est toujours un choix dans le non-choix. J'ai envie de ramener ça au débat politique qui nous anime en ce moment, hein. Là, ça fait deux fois de suite qu'on a un choix entre deux candidats extrêmes. Je veux dire, le Macron qui revient et Le Pen. Donc, les gens sont en pleine sidération. Et du coup, va falloir faire un peu de nudging pour aller les emmener ou vers l'un ou vers l'autre. C'est l'opposition contrôlée. Mais par contre, pour revenir à notre propos précédent, il ne faut pas oublier que nous ne sommes pas des êtres humains proprement dit. Nous sommes qualifiés dans un système qui est économique. Nous sommes qualifiés pour être des consommateurs. Les Faut jamais oublier, consommateurs, hein. ouais, Nous sommes ouais, des ouais. consommateurs. Donc Mm. l'idée, c'est de nous faire consommer, d'obtenir de nous des productions, que ce Mm. soit des productions de travail ou des productions pécuniaires. Donc nous Est-ce, sommes des consommateurs. Nous est-ce que sommes justement, victimisés. pour rejoindre ta question, on est des consommateurs. Est-ce que justement, pour nous faire consommer de l'écologie, là, on nous met en avant des voitures électriques, on nous met en avant le bien de la planète, etc. Justement, est-ce que c'est pas, j'ai envie de dire, euh, quelque chose d'assez pervers finalement, puisqu'on nous culpabilise si on veut continuer de rouler avec la vieille Renault 5 pourrie. euh, on va nous interdire, ce que j'ai vu, l'accès de certaines grandes villes, etc. C'est cette réduction-là qu'on nous propose quand même. Ouais, l'écologie, c'est un volet très très complexe. Parce que Mm. d'un côté, on a intérêt à jouer le jeu de l'écologie minimum, c'est-à-dire à bien quand même, pas trier nos déchets, mais je dirais consentir à mettre nos déchets dans des poubelles, pas les mettre dans la nature Ouais, à bah oui. cause de la biodégradation ni dans les océans, ça c'est très clair. Mais je dirais que ça, c'est l'écologie normalement personnelle, Oui, l'écologie moi j'appellerais ça de interne. l'éducation pour moi. C'est que de l'éducation. Mm. Après, en ce qui concerne les voitures électriques, etc., comme je t'ai dit précédemment, nous sommes des consommateurs. Il va toujours Ouais. falloir trouver comment nous faire consommer, investir notre argent, nous attirer pour partir d'un système pour un autre, tout simplement. Donc, on va nous attirer, on va nous en vendre des avantages. Oui, comme on a fait pour la cigarette dans les années 40, 50, c'était super de fumer. L'alcool aussi, je me souviens des vieilles L'anticipation. pubs de la SNCF où tu avais les cheminots de la ligne Paris-Marseille, je crois qu'ils buvaient du pastis. Faites comme les cheminots, buvez un pastis. C'est énorme. Et puis ben après voilà Aldous Huxley et les autres qui ont pas Aldous Huxley pardon Bernays qui a fait fumer les femmes. Donc c'était du coup waouh. Et Edouard Bernays, c'était le neveu de Freud, hein, donc Ah ouais, bah oui. il était quand même à la bonne école. Si je parle de projet MK Ultra, est-ce que pour toi, on peut parler de ces projets-là et puis euh, d'autres choses qui ont été mises en place? Tu m'emmènes sur du compliqué. Ouais, Les projets MK Ultra concernent des projets militaires, c'est-à-dire comment, à travers des procédures de contrainte des personnes, on peut obtenir des informations ou comment on peut obliger des gens à faire des choses qu'ils n'ont pas envie de faire. Donc, c'est du brainwashing, c'est du reformatage cérébral, du contrôle de la conscience de quelqu'un. Les projets que tu m'as cités comme MK Ultra sont des projets de la CIA, sont ouais. des projets secrets. Donc, même s'il y a plein de choses qui transpirent et qui sont déclassifiées, je peux t'assurer qu'un projet secret militaire
sera toujours secret militaire. Donc, on pourra dire ce qu'on veut sur MK Ultra, on n'en aura qu'une petite vue sur des dossiers déclassifiés, et encore qu'on veut bien nous donner, quoi. Mais globalement, voilà, je pense que ces pratiques-là sont vieilles comme la nuit des temps. L'interrogatoire d'un ennemi, c'est vieux comme la nuit des temps. Les façons de le faire, à travers les neurosciences ou les différentes drogues qui ont été utilisées par la suite, n'ont fait que progresser. Et encore maintenant, bien sûr. Oui, parce que justement, pour revenir au MK Ultra, si je dis pas de bêtises, je pense que c'est eux qui avaient mis au point le LSD à l'époque, qui n'était pas considéré comme une drogue. Le LSD a été testé par l'armée, et puis ils se sont dit que ça serait bien de le tester sur la population. C'est un désinhibiteur, le LSD à la base, c'était pour faire parler les récalcitrants que tu arrêtais, en fait. D'accord. C'était dans le cadre d'un interrogatoire. Ils se sont dit que ça serait intéressant de voir à long terme dans la population ce que ça fait. Parce qu'évidemment, quand tu fais un interrogatoire sur quelqu'un, les doses, etc., tu ne sais pas quels sont les effets psychiques à long terme. Et le tester sur la population, ça leur paraissait être une excellente idée. Donc, ils l'ont testé sur la communauté hippie en Californie. Et voilà, en leur fournissant les premières doses d'LSD, puis ça s'est répandu un peu partout dans le monde. Et justement, il y a un truc, je ne sais pas s'ils s'attendaient à ça, mais je crois me souvenir qu'ils avaient filé ça dans les mains de certains médecins, de psychiatres, justement, qui soignaient des gens atteints de schizophrénie. Je crois qu'il y avait aussi des autistes, etc. Ils avaient des super résultats avec ça. Ah oui, il y a des tests qui ont été faits par rapport à ça, mais ça, tu retrouves les documents sur PubMed, par exemple. PubMed, c'est une grande bibliothèque d'articles scientifiques. Tu retrouveras d'ailleurs ce qui a été fait par rapport aux nazis. Il y a encore pas mal d'articles. Donc, c'est une mine d'or des recherches scientifiques et des expérimentations qui ont été faites un petit peu partout dans le monde. On va rester dans les expérimentations et notamment on a parlé du nudging qui veut dire le petit coup de coude que l'on vous met pour vous aider à prendre une décision. On va parler du tititainment, qui est là aussi un langage qui a été inventé, si je ne dis pas de bêtises, dans les années 95. De quoi ça s'agit? De quoi il s'agit? Le tititainment, c'est une remise au goût du jour de choses qui étaient bien connues. Tu as dû apprendre un petit peu à l'école aussi, qui est de l'ordre de, pour maîtriser une population, donne-lui des jeux et du pain. C'est pas compliqué. Donc, tout ce qui est entertainment, et titi, je crois que ça vient de sucer le sein de la mère, en fait. Ouais, ça vient du mot tits, qui veut dire sein en anglais. Ouais. Voilà, où tu te sens bien confortable en train de sucer le téton de ta maman. Du coup, et de la distraction en plus, crée un bien-être qui fait que tu es complètement hypnotisé parce qu'on est en train de te servir. Tu n'as pas besoin de réfléchir. Donc, en fait, tes seuls objectifs, c'est de retrouver cet état où tu te sens bien. Donc, tu ouvres ta télé, tu regardes des jeux vidéo, des émissions de télé, des jeux télévisés, je veux dire, qui sont plus stupides les uns que les autres pour la plupart, mais ça va bien parce que tu décompresses de ta journée. Et tu te dis, de toute façon, il me faut bien un petit sas, c'est débile, mais finalement, ça me fait du bien. J'aime regarder les trucs cons. Mine de rien, ça rentre. Mine de rien, ça rentre. Ouais, bah oui, parce que le lendemain, au boulot ou à l'école, on ne parle que de ça. Ouais, t'as vu l'émission avec l'autre, là, c'est des débiles, mais qu'est-ce qu'on s'est marré. Ça devient une mode. Ça devient le sujet de conversation de beaucoup de monde. T'as vu un tel, ce qu'il a fait avec un tel, comment ils se sont mis dessus, comment ils se sont parlé. Waouh, moi à leur place, ceci. Et donc, ça y est, tu n'es plus dans ta vraie vie à toi, tu es dans la vie externalisée de celle qu'on te présente par rapport à des stars, des gens, en fait, qui rentrent chez toi et qui conditionnent ta vie, en fait. Et est-ce qu'il y a justement une surenchère à ça? Où est-ce qu'on va après le tititainment? Est-ce qu'il y a d'autres choses avec les mondes, tu parlais des mondes virtuels et tout ça? Ouais, c'est difficile à dire, mais moi, je pense qu'on nous emmène vers le métavers, c'est-à-dire vers les réalités virtuelles. Les casques de réalité virtuelle sont de plus en plus impressionnants, sont de plus en plus réalistes, du coup, aussi. Oui, puis abordables en plus. Abordables de plus en plus également. Donc, je pense que la technologie, n'ayant cesse de croître, notre société part dans une direction bien définie depuis plusieurs dizaines d'années, de plus en plus canalisée depuis ces 2 dernières années. Je pense qu'on va vers le métavers bien tranquillement, qui, à mon avis, permettra aux personnes, aux classes
défavorisés, entre guillemets, d'avoir une sorte de bonne vie dans un environnement virtuel qui leur coûtera qu'un abonnement Internet, peut-être 2-3 applications en plus, dans laquelle ils pourront acheter des canapés aussi, dans leur intérieur numérique. Virtuel, Et c'est là justement où toutes les monnaies numériques, le Bitcoin, etc., va pouvoir servir parce que ces monnaies numériques sont introduites dans ce qu'on appelle la blockchain, c'est-à-dire tous les ordinateurs savent exactement qui a échangé quoi, qui a acheté quoi. Donc, on ne pourra pas te voler les affaires que tu as achetées dans ton environnement virtuel parce que tu sais que tout ce que tu achètes peut être volé ou hacké. Donc, pour éviter qu'on te hack, en fait, il y a les bitcoins, cette blockchain qui sera là pour sécuriser l'ensemble du métavers. Oui, c'est-à-dire que… finir, oui, vas-y, excuse-moi. Je t'en prie, pour finir, tu seras peut-être plus confortable dans ton univers numérique avec tes amis qui seront des avatars. Tu ne pourras pas trop te déplacer. Donc, finalement, le copain, le super ami qui est à 300-400 km, la famille, avec leurs avatars, s'ils se connectent en même temps, tu échanges audio-vidéo plus dans un espace virtuel qui t'est propre. Et finalement, tu as une super vie. Oui, c'est ce qui se passe un petit peu avec les jeux vidéo en ligne. C'est-à-dire que tu fais la guerre à des ennemis virtuels avec des copains qui sont à 400, 500, 1000, 10 000 bornes de chez toi. Et tu crées des liens avec ces gens-là que tu connais pas forcément. J'ai envie de dire aussi, pour revenir au mot métavers, Facebook a changé de nom. Il s'appelle Meta maintenant. Tiens. Donc, tu vois, voilà, on a commencé à enjamber ce pas-là. Je suis pas prédictif, mais quand même. Oui. Et tu parlais justement de lien social. Il y a des jeux, je ne me souviens plus du nom. C'est un jeu où tu crées une ville, tu crées des maisons, des personnages, tu crées des emplois, etc. Je me souviens plus comment il s'appelait, mais il a eu un succès phénoménal. Je suis désolé, je peux pas t'aider. Je suis pas du tout joueur. Moi non plus. Enfin, bref. Du coup, il faut quand même pas oublier que tout ça, ça peut fonctionner parce qu'il y a des conditions cérébrales. On n'est pas tellement en train de parler d'actualité. On est plutôt en train de parler de comment on perçoit l'information, si je reviens sur le sujet. Et l'information, on l'aperçoit globalement de 4 manières. L'information, elle te semble toujours réaliste, justement que tu l'aperçoives d'une manière réelle, virtuelle, symbolique ou imaginaire. Tu as 4 pôles. On te sert ces 4 possibilités, tu vas réagir. Donc le virtuel, ton cerveau le prend pour vrai, puisqu'il est en train de vivre quelque chose. Il ne faut pas oublier que quoi que tu vives, tu le prends pour vrai. Ça, c'est super important. Donc, le virtuel, lui, il t'imprime la même chose, à peu près, évidemment, que si tu vivais quelque chose d'une manière sensorielle classique. Puisque, de toute façon, la vie, tu l'appréhendes et l'information, elle est appréhendée par les 5 sens. Oui, c'est les fameux langages, comment on appelle ça, Novak, si ma mémoire est bonne. VACOG. VACOG, Novak. VACOG, visuel, auditif, etc. Olfactif et gustatif. D'accord. Justement, tant qu'on est dans ces perceptions, on a également, moi j'ai noté aussi, je pense que tu l'as noté également, cette réduction du langage. Si on prend le langage des Jones, par exemple, qui vont tout simplifier, notamment si tu lis des SMS aujourd'hui, tu vois qu'ils simplifient tout. Tu prends également, moi ça me fait penser au langage du novlangue chez Orwell, tu sais, où c'était tout conditionné, il y avait plus de place pour vraiment la narration finalement. C'est ce que je te disais un petit peu tout à l'heure en reprenant ce que Goebbels avait dit, je pense, c'était pendant le procès de Nuremberg, quand on lui a demandé d'expliquer comment ils avaient aussi bien réussi leur coup et à contraindre toute une nation à suivre une idéologie, en tout cas une partie de cette nation évidemment. En fait, l'idée, c'était absolument pas de convaincre, mais plutôt de réduire l'expression. Donc, tu te rappelles, réduire le vocabulaire de telle manière à ce qu'il puisse plus exprimer certaines idées. Et quand toi, tu n'arrives plus à construire tes idées, tu n'arrives plus à argumenter, tu n'as plus ton identité, du coup. Tu n'as plus de vocabulaire, tu n'as plus rien pour expliquer ça. Donc, quelque part, ton cerveau, d'un moment, se désamorce. Mais puisque tu n'arrives à rien dire, c'est que ça n'existe pas. Donc, et puis, on a aussi… Il est basé là-dessus, sur l'approvissement de la structure intérieure, de l'appréhension de l'information, et surtout, ce qui est important, c'est sur l'appauvrissement du langage. Parce que le langage, avec toutes ses nuances, a un impact neurologique sur toi. Et s'il n'a plus de nuances,
alors tu es court-circuité dans toutes les possibilités d'objecter ce qu'on te raconte, d'argumenter, te dire ouais mais tu sais là ça marche pas toujours comme ça, c'est pas manichéen, tu peux remettre un autre contexte, un autre système. Et c'est ce qu'on veut pas que tu fasses. Donc du coup en réduisant le langage, on réduit tes constructions internes, mais ça c'est plutôt pour les jeunes générations, les futures générations. Parce que nous, déjà, on est construit d'une certaine manière. Nous déconstruire, c'est un peu plus compliqué. Mais si tu emmènes un appauvrissement du langage aux jeunes générations, elles n'ont aucune autre possibilité d'emmener des nuances, ni dans leur vie, ni dans leur pensée. Donc, elles n'ont pas d'autre possibilité que de suivre ce qu'on te raconte, le narratif officiel, du coup. Finalement, on les emmène dans ce système 1 qu'on a évoqué tout à l'heure plus tôt, à ne réfléchir qu'avec ce système de pensée, le système 1, le système du cerveau reptilien qui t'emmène à réagir tout de suite, à décider tout de suite, et on n'est plus dans une réflexion. Du coup, on t'éduque. On peut dire qu'on peut éduquer un cerveau finalement ? Ah bah sans problème. Ça, tu vois bien que les enfants qui sont à ton contact, dans une famille, les enfants épousent les idées des parents, donc ils sont éduqués. Donc on le voit bien. Sans aucun souci, ça s'éduque, ça se rééduque. C'est de plus en plus complexe si la personnalité est complexe et bien construite. C'est très difficile. Oui, puis il y a quelque chose aussi que j'ai noté dans les entreprises. Tu sais, il y a cette espèce de logique de dire que l'individu n'existe plus, que il faut raisonner qu'en groupe. Le groupe est beaucoup plus important. Moi, en tant qu'individu dans l'entreprise, je n'existe pas sans le groupe. Tu vois, il y a aussi cette castration, là, dans le monde de l'entreprise, avec un langage aussi spécifique. On le voit dans beaucoup d'entreprises. Ça, c'est pour le rendement, tu vois, c'est pour rendre les gens corporate. Donc, du coup, tu penses entreprise, tu manges entreprise, tu dors entreprise. L'entreprise a des objectifs économiques. Donc, l'idée, c'est d'avoir à l'intérieur de son entreprise des pions qui vont l'emmener à ce rendement économique, point barre. Donc, ils sont complètement dirigés à être corporate, intégrés dans la structure de l'entreprise, dont en fait on leur fait penser que c'est leur seul modèle d'existence sociale et d'avancement de carrière et de projets d'augmentation, etc. Et j'ai envie de dire, on pousse le paroxysme à son zénith quand on a de ces patrons nouvelle génération qui remettent les clés. Tu sais, tu as déjà entendu ça, des patrons qui remettent les clés à leurs salariés qui, eux, se détachent de la responsabilité de leur entreprise, confient les clés à leurs salariés, s'en vont, font autre chose et laissent les salariés gérer, par exemple, le service repro ou le service fourniture va gérer lui-même avec les fournisseurs en direct pour négocier les prix, etc., etc. Du coup, ce sont souvent des sociétés qui vont mettre à la porte des gens qui eux-mêmes ont considéré comme peut-être faisant doublon ou inutile. On a vu beaucoup de cadres s'affoler parce que du coup, les responsabilités étaient à la charge de gens qui n'en avaient pas avant, quoi. Oui, c'est histoire de responsabiliser les employés et du coup, ça fait aussi un tri sélectif. Parce que le premier qui merde, qui ne correspond pas bien au profil, il est vite giclé parce qu'il est mis en évidence par une responsabilité qu'il n'arrive pas à endosser. Donc, suivant. Oui, puis en plus, j'ai envie de dire, là, le rôle des RH, il est squeezé puisque en fait, ils vont faire le tri eux-mêmes, en fait. Ouais, écoute, c'est pas compliqué. Pour le même niveau de salaire, si tu as 10 personnes qui fonctionnent dans une section de cette entreprise, tu vas te demander quel est le plus performant. Mais ils ont tous le même niveau de qualification et le même niveau de salaire. Tu confies des responsabilités. Tu vas voir celui qui n'y arrive pas. Et là, tu vas chercher le plus performant. Oui, puis là, j'ai envie de parler aussi d'une autre mode. On reste toujours dans ces mondes un petit peu pareils. La cancel culture, la mode qui consiste à te bannir des réseaux sociaux parce que justement, tu as mis en avant une réflexion. Je me souviens de l'exemple de l'écrivaine des Harry Potter qui avait justement s'était positionnée contre tout ce qui était transgenre. Elle avait trouvé ça, elle avait eu un positionnement en disant qu'elle comprenait pas qu'on en fasse tout un plat et que c'était vraiment quelque chose qu'elle comprenait pas elle. Donc, ils l'ont harcelé, tous ses fans, plein de gens, jusqu'à temps qu'elle s'excuse au risque d'être bannie, quoi. Tu vois, on en arrive. Le bannissement, c'est ce qu'il y a de pire pour un être humain. Ouais, ne plus appartenir au groupe, quoi.
Ouais, toujours. Quand tu te fais jeter, quand il y a une scission, c'est ce que tu vis le plus mal. Ça emmène aussi, alors c'est un peu tiré par les cheveux parce qu'il n'y a pas que ça, mais ça emmène aussi un principe de survie archaïque qui dit que si tu n'es pas dans le groupe, tu ne survis pas. Plutôt à une époque où il n'y a pas de supermarché, donc tu es dépendant du groupe pour manger, du coup, selon les saisons, selon tout un tas de critères. Mais globalement, ce que tu évoques, c'est le bannissement va prôner, va insinuer, va nous conduire à une pensée unique et totalitaire, tout simplement. Oui. Dès l'instant où tu ne penses pas de la même manière, ta tête va être coupée, ou tu vas être mis au pilori, ce qui ne va pas inciter, ce qui ne va pas encourager à la rébellion, quoi, si tu veux. Ouais. Donc, en fait, le bannissement des réseaux dans les réseaux sociaux, c'est pas grave, on s'en fout. Je veux dire, t'es banni de Facebook et quelque part, tu peux quand même continuer de travailler et de manger, hein, sauf si Facebook est ton travail. Mais globalement, tu t'en fiches. Et ça t'induit que, en fait, tu as été puni et automatiquement, tu es construit et éduqué sur le modèle de suivre le groupe, autrement, tu es puni. Oui, puis les réseaux sociaux, on appelle ça une communauté. Donc, tu as une communauté, tu as tous tes amis avec lesquels tu converses, tu échanges, et puis tu as tous les autres, des gens qui ne sont pas vraiment tes amis, mais que tu as acceptés en tant qu'amis. Donc, au niveau cérébral, tu as engendré 4000 ou 5000 amis, je crois que c'est le max que tu peux avoir sur Facebook. Tu es arrivé au max de 5000 amis. T'imagines, en fait, quand il n'y avait pas ces réseaux-là, mais jamais on avait 5000 amis, quoi. C'était au niveau cérébral, c'est pas possible. Donc, du fait de se faire bannir quand tu as 5000 amis, t'imagines le choc. Ouais, bon, de toute façon, tu sais, c'est un discours qui peut être assez long parce que c'est quelle importance on accorde aux réseaux sociaux, qu'est-ce qu'on y fait dedans. Si on n'y fait pas grand-chose, j'invite les gens à prendre beaucoup de recul par rapport à ça et pas trop s'enticher des réseaux sociaux, sauf si tu travailles dedans, donc tu as des pages pro. Donc, globalement, les réseaux sociaux, il faut les gérer et éviter de passer trop de temps dedans. Et il y a plein de conditionnements qui sont induits par les réseaux sociaux, qui sont extrêmement chronophages. Par exemple, beaucoup de monde va regarder son téléphone tout de suite assez instantanément pour voir ce qui se passe, etc. C'est la fenêtre sur l'extérieur et sur son petit monde. De telle manière que certains scrollent toute la journée, non pas parce qu'ils ont envie de regarder, c'est au cas où une information leur échapperait. Bien sûr. Ça porte un mot que j'ai oublié, qu'une amie m'a gentiment rappelé l'autre jour avec les acronymes, mais globalement, c'est je vais scroller au cas où je rate quelque chose. Donc, on n'en est plus à je vais regarder de l'information, je la trie, qu'est-ce que j'ai besoin de savoir? C'est j'y vais, parce qu'à un moment donné, dans le fil, il y a peut-être un truc que je verrai qui m'intéresse, et si j'arrête, je le raterai. Donc, on est là-dessus, quoi. On est plus sur un système de désir exacerbé que de réalité d'information, hein. Oui, et puis je trouve que les réseaux sociaux ont empiété, ont pris le pas sur la télévision qui rentrait dans les foyers. Là, les réseaux sociaux ont quand même une influence beaucoup plus grande, j'ai envie de dire. Si tu vois le silence qu'il y a eu de l'ensemble des artistes pendant les 2 ans de Covid et de confinement, on nous bastonnait à longueur de journée qu'il fallait rester à la maison, porter des masques et se faire vacciner. Artistes confondus, tout type d'art confondu, nous racontaient les mêmes choses. Et pour les plus grands, et j'ai envie de dire tous ces grands influenceurs. Donc, si tu veux, là, il n'y avait même plus besoin de journalistes. C'est encore pire. C'est pas compliqué. De toute façon, on admire des gens qui sont prisonniers. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Les vedettes d'Hollywood sont prisonnières de leur image, de ce qu'elles drainent. Il n'y aura jamais un mot de trop. Elles sont prisonnières des milliards, des millions peut-être qu'elles touchent. Je ne vais pas exagérer. Elles sont prisonnières des grosses sociétés de production qui leur donnent des guidelines de conduite. Et si tu vas pas bien, si ton image est pas bonne, je peux pas t'employer dans le prochain film. On voit ce qui s'est passé par rapport à Will Smith et Chris Rock, là. Oui, la claque. Voilà, mais on voit bien que tous ces gens-là, en fait, sont complètement prisonniers d'un système dans lequel ils veulent se faire remarquer, être l'ange parmi les anges pour bouffer. Donc, c'est pas eux qui iront envoyer une information à côté du narratif officiel. Et les artistes de musique, c'est exactement la même chose. Eux, s'ils commencent à choquer leur public, ils vont en perdre la moitié. Donc, globalement, ce sont des gens qui sont esclaves et prisonniers de ce qu'ils ont véhiculé comme image. Ils sont prisonniers de leur public. Donc, c'est pas eux qui vont emmener l'information, hein, ou soutenir. Tu citais Will Smith, là, il a été écarté du prochain film qu'il devait faire. Ils ont purement annulé le contrat, d'après ce que j'ai cru comprendre. Voilà, alors ça, c'était juste à titre d'exemple, et tu fais bien de le souligner, mais globalement, moi, en tant qu'être humain,
Moi, je m'en fiche un peu parce que ce Ouais. qui m'inquiète, c'est la personne qui touche un SMIC et qui est écartée de son travail et qui doit manger dans les poubelles. Ça me touche. Bien Ça, pour sûr. moi, c'est grave. Parce que, comment dire, on a une population qui est énorme, qui a atteint un seuil de pauvreté qui est catastrophique. Ah, on est En plus de France, 10 en millions en Europe. France, hein. Eh En ouais, non, France, mais il y a c'est plus de 10 millions. inacceptable. Ouais. Ça me touche. Tu vois, Ouais, moi ce aussi. type. Les retraités qu'on met sur le banc de clochards, j'ai envie de dire carrément, moi, ça me choque, quoi. Ils ont travaillé toute leur vie, ils ont cotisé, et c'est le discours des politiques qui est toujours à les faire culpabiliser. Ben, Oui, vous nous coûtez de l'argent à la société, vous n'êtes plus rentable. Tu vois, là, tous, bah, pas tous, mais bon, on va prendre le président sortant qui raconte vouloir repousser l'âge de la retraite. Ça a toujours été son truc. Et quand on voit le nombre de gens qui travaillent au Parlement, qui sont plus que retraités et qui continuent à toucher des salaires mirobolants, tu leur exactement. poses la question de savoir qu'est-ce que ça coûte. Euh, Mm. Comment une baguette, par exemple, ou quand tu veux Pécresse qui annonçait vouloir filer 500 euros par an aux gens. Alors, elle était fière de ça en disant, vous avez vu, moi, si je suis présidente, je vais vous donner 500 euros en plus. Il y a le journaliste en face qui lui dit, vous savez combien ça fait par mois, par jour? Ça fait 1,50 €. Madame, on achète quoi avec 1,50 €? Elle a même pas Donc, su répondre. tu vois, pour en revenir au bannissement des réseaux sociaux, Ouais, on nous habitue au bannissement du statut d'être humain. C'est ça qui c'est me clair. choque. Ouais, C'est-à-dire, bannir des réseaux sociaux, bon, on s'en fout un peu, surtout si c'est des vedettes. Mais ouais. bannir du statut d'être humain, ne plus avoir à manger, être dans la précarité, ça, c'est le vrai bannissement auquel on nous habitue. Ouais, C'est on nous dangereux, habite, ouais. ça. Ouais, ouais. Pour moi, c'est du nudging. Ouais, c'est clair. Moi, pour en revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, étant petit, je pense que toi aussi, on était habitué à voir au journal télévisé la guerre, tout le temps la guerre, à manger devant la télé où on voyait les enfants mourir de faim. On nous a quelque part habitués à ça. Vivant dans des grandes villes, moi j'étais à Paris, on était habitué aussi à enjamber des clochards, hein, voilà. Et à un moment donné, tu es conditionné. Mais moi, ça me choque aujourd'hui de voir des gens, des jeunes ou des plus vieux. Moi, je ne peux plus voir ça, en fait. Tu vois, j'ai été trop habitué et à un moment donné, je me suis, ben, pas rebellé, mais je me suis réveillé de ça en disant, mais putain, mais c'est pas normal, quoi. Cette société n'est pas normale. Que Mm. des gens crèvent la dalle autant, et plus ça va, et plus il y en a, et tous les hivers, on fait comme si on s'en préoccupait, et puis l'été, on passe à autre chose parce qu'il fait beau. Mais les gens, quand ils n'ont pas d'argent, n'ont pas d'argent. C'est pas que l'hiver. Évidemment, c'est choquant parce que rien ne s'est arrangé, tout s'empire. Ouais, Donc, on est dans une société soi-disant moderne, surprotégée, ce qui n'est pas le cas, mm, surmédicalisée, ce qui n'est pas le cas. ouais, c'est Que- clair. On l'a vu avec le Covid, hein. Ouais, il y a de plus en plus de technologies dans tous les sens, mais il y a de plus en plus de gens malades, de gens complètement délabrés. Socialement, ça va absolument pas du tout. Donc, rien ne s'est arrangé, tout se dégrade. Et je pense que, de toute façon, ça va être de pire en pire. Et on est conduit là-dedans. C'est un état auquel il va falloir s'habituer, je pense. Oui, et j'ai l'impression qu'on est conduit là-dedans dans la joie et la bonne humeur. C'est fun, c'est Mais ça, il cool. faut emmener globalement un filtre assez Ouais. court, un petit filtre, parce que Mm, si toi, à l'intérieur, tu as des arguments d'opposition, tu vas pas vouloir enregistrer l'information qu'on te donne, et encore moins être conduit. ouais, Donc, globalement, plus on t'emmène sur ce qu'on évoquait avant, sur Tititainment, les biais cognitifs, etc., ouais. plus tu vas prendre l'information délétère pour toi, ou en tout cas, ne plus du tout la combattre, ni la filtrer, ni la Ouais. remettre en résonance dans un autre contexte, ni la remettre dans son vrai système. On fait ce qu'on Alors, veut. est-ce qu'il existe des méthodes ou est-ce qu'il y a des signaux qui peuvent nous aider justement à combattre ces biais cognitifs dans lesquels Oui. on plonge? Alors, on a parlé des premiers signaux, qui est le fait d'être complètement entêté. C'est-à-dire, Mm. quand ce que tu prônes tout le temps ne fonctionne pas, bah arrête. Non, mais Oui, c'est vraiment à la base du biais cognitif. C'est mais la comment base tu fais? d'arrêter ça. Tu vois, Et ce qu'on comment tu fais aperçoit, pour… ça s'appelle le retour d'expérience. D'accord, ok. C'est-à-dire, normalement, dans ta vie, tu dois faire des retours d'expérience tous les jours, voir ce que ta journée t'a apporté Mhm. et dans quel merdier tu t'es foutu ou pas. Le D'accord. retour d'expérience, c'est pas accuser un tel ou un tel d'avoir fait ça. C'est, écoute, est-ce que moi, mes idées déjà, est-ce qu'elles conviennent? Les remettre en place. Si tu sens que tu es, comment dire, titillé émotionnellement un petit peu trop sur un sujet, pose-toi la question de savoir
qu'est-ce qui se passe par rapport à ce sujet, où tu en es par rapport à ce sujet, qu'est-ce que tu crois par rapport à ce sujet, et la remise en cause de tes propres structures débug en général un minimum de biais cognitifs. Alors, finalement, est-ce qu'on peut dire que notre cerveau est notre meilleur ami, notre pire ennemi? Il est ce que tu veux, hein. Ouais. Il est vraiment ce que tu veux. Il est ton meilleur ami si tu arrives à argumenter ce que tu fais, à voir que tu peux être, entre guillemets, productif dans tes idées. Il est ton meilleur ennemi, je dirais. Ouais. Si tu n'arrives pas à voir que tu te fais du mal tout seul, ce que tu prônes ne fonctionne pas, ce que tu racontes ne fonctionne pas, ou n'a jamais fonctionné, ne fonctionnera jamais. Donc, ça dépend comment toi, tu as envie de te positionner. Est-ce que tu veux être ton propre instrument de mesure, ton propre guide, ou alors tu veux te faire guider toujours par l'extérieur, que ce soit la télé, les gens, les pseudo-guides spirituels, les pseudo-croyances, ou tout ce que tu veux, ou les religions. C'est quel est ton pilote intérieur. Soit c'est toi le pilote, et là, à ce moment-là, ça demande du travail, de faire des retours d'expérience, de me poser un cadre sur ce que tu penses, être contradictoire avec soi-même, c'est extrêmement important. Arriver à emmener d'autres contre-arguments à notre pensée, c'est capital et c'est la seule chose qui nous fait sortir des biais cognitifs. D'accord. Tu auras compris qu'on ne va jamais nous emmener sur cette éducation-là. Ouais. Non, ça demande des efforts. Or, le système spontané, lui, ne te coûte aucun effort. Déjà parce que neurologiquement, répondre à quelque chose d'assez rapidement par biais d'automatisme, comme on a tous par biais réflexe, ça consomme peu d'énergie. Oui, bah oui. Et le cerveau, c'est un gros consommateur de glucose. Donc lui, pour avoir un rendement optimum, il ne va jamais se mettre en défaut de glucose, alors que commencer à penser d'une manière beaucoup plus hiérarchisée, beaucoup plus grande, beaucoup plus systémique, en introduisant d'autres paramètres qui pourraient te faire évoluer, c'est extrêmement mangeur d'énergie. Oui, et puis j'ai lu aussi que le cerveau était feignant, c'est-à-dire que lui va plutôt c'est ce que je viens de te dire. Prendre le parti, voilà, comme tu disais, de faire tout de suite une action plutôt que de la réfléchir. Du coup, est-ce qu'on peut dire que le problème, ça viendrait de notre ego? Si on n'arrive pas à faire le retour sur expérience, est-ce qu'à un moment donné, on peut dire, bon, bah, ok, j'ai un problème d'ego, du coup? L'ego veut rien dire. L'ego, c'est rien du tout. L'ego, c'est comment tu es structuré, point barre. D'accord. Donc, c'est quel est notre conditionnement et qu'est-ce qu'on n'arrive pas à voir de nous qui est inopérationnel, qui est inadapté, qui n'est pas une bonne réponse par rapport à l'existence. Voilà. D'accord. Donc, l'ego, c'est une notion que je mettrais à part, ça. Je voudrais qu'on aborde juste également dans ce monde de fous où on a de plus en plus d'écrans. On a vaguement abordé la question, mais justement, je voudrais y revenir peut-être plus en détail. Et les enfants là-dedans. Comment, en tant que parents, on peut faire pour protéger nos enfants, sachant que ils sont en plein dans l'âge où il faut qu'ils appartiennent à des groupes, il faut qu'ils aient des écrans, il faut qu'ils partagent toute cette culture qui va très vite. Je veux dire, ils ont moi, quand je les observe, je trouve que les enfants sont vachement dans le système 1, tu vois, action-réaction, tout le temps, action-réaction. Les enfants, c'est normal qu'ils soient dans ce système-là parce que c'est la spontanéité justement de tes premières structures, elles sont là. Un enfant, il faudrait lui apprendre justement à colliger de l'information contradictoire, et le laisser se positionner par rapport à ces informations contradictoires. Si tu lui dis, voilà mon chéri, la vie ça marche comme ça et c'est comme ça, point barre, tu réfléchis pas. Et comme nous, on a été éduqués du coup. Évidemment, c'est beaucoup plus difficile de se structurer tout seul tout au long de sa vie jusqu'à sa mort, je dirais. Parce que la structuration, tu la bouges dans une certaine mesure, évidemment, hein, parce que tu as toujours des préférences. Tu la bouges si tu arrives, toi, à te remettre en cause régulièrement. Alors, remettre en cause, qu'on soit bien clair sur la définition, c'est pas je culpabilise parce que j'ai mal fait quelque chose. C'est tout simplement ce que je fais, ce que je raconte, ça marche pas. Voilà, donc je remets en cause pourquoi je crois ça, qu'est-ce qui m'attire là-dedans, qu'est-ce qui m'a séduit, qu'est-ce que j'ai envie d'être par rapport à mon discours. Voilà, peut-être tu as envie d'être un héros, tu veux passer pour ceci, tu veux combler une faiblesse, tu veux avoir une armure, tu veux être plus jolie que ce que tu n'es, tu as envie d'être aimé par les gens. Voilà ce qu'il y a derrière nos discours. Et là, par contre, autant tu peux le faire au niveau social si tu as envie, parce que ce ne sont que des vêtements finalement que tu exposes aux gens. Oui. Mais c'est quand tu commences à croire en tes propres vêtements que tu t'induis toi-même en erreur. Si tu n'arrives pas à déconstruire ça, cette espèce de poids que l'autre a sur toi ou que la société a sur toi, et ne pas voir ton identité propre
vraiment à savoir construire et déconstruire ta pensée un peu comme tu veux, comme tu peux évidemment, mais comme tu veux, là, tu n'échappes à rien du tout. Tu es le pur produit d'une société qui t'emmène où elle veut, en t'abreuvant des informations nécessaires pour ta bonne conduite, avec les documentaires politiquement corrects, les informations politiquement correctes, point barre. Donc les enfants, je dirais qu'il faut leur apprendre à penser par eux-mêmes, c'est-à-dire à les emmener tranquillement, à être bien sûr de ce qu'ils pensent. D'accord. C'est tiens, tu penses ça, mon chéri, d'accord. T'es bien sûr, il n'y aurait pas autre chose. Et de temps en temps, il faut les titiller dans ce sens-là. Parce qu'aujourd'hui, il y a les écrans justement qui servent au tititainment que tu as évoqué tout à l'heure. Et en fait, ça casse la créativité. Parce que, comment dire, c'est l'écran aujourd'hui qui est créatif, au lieu que ce soit l'enfant qui soit créatif. Oui, c'est vrai. Donc, s'il se sert de l'écran, si l'enfant se sert de l'écran en étant lui créateur de son contenu, allant chercher ce qu'il veut, il n'y a plus de problème. Il est créatif et l'écran n'est qu'un outil de sa réalisation, de sa créativité. Mais s'il est passif devant un écran, alors dans ces cas-là, c'est l'écran qui est créatif sur l'enfant. Il faut faire attention à ça. C'est comment tu utilises le matériel, comment tu utilises l'écran du coup. Oui, c'est toujours la même chose en fait. À quel moment tu reprends un petit peu de ton rôle éducatif de parent pour justement, comme tu disais, proposer d'autres alternatives, faire que l'enfant réfléchisse à une proposition et qu'il ne soit pas que dans l'acceptation de tout ce qu'on lui propose. Oui. J'ai envie de dire pour conclure, la finalité de tout ça, qu'est-ce que c'est finalement ? C'est quoi la finalité de tout ça ? C'est quoi ? Écoute, j'ai envie de dire que j'en sais rien, mais que j'ai un avis. Parce que prétendre que je sais, non, on est tous dans une impasse et on ne sait pas quelle sera la finalité parce que je suis un protagoniste, tu es un protagoniste parmi les milliards de protagonistes sur cette planète. Nous évoluons chacun, nous progressons et nous développons dans notre vie individuellement, toi et moi et les auditeurs évidemment, mais aussi par tout le biais de l'inconscient collectif qui va décider pour nous tous en même temps. Donc moi, j'ai envie de dire ce que moi j'en perçois, parce que où on va, j'en sais rien, mais ce que j'en perçois, c'est on va pas au bon endroit. Si on ne se bouge pas, on va vers une dictature psychologique, sociale. Donc ça c'est évident, mais une dictature économique au profit de certaines castes, au détriment des castes les moins riches. Les plus défavorisés, bien sûr. Ok, écoute, Gilles, je te remercie pour ce troisième volet d'Il était deux fois l'homme et on se retrouve très bientôt pour un prochain volet et je te dis à bientôt. Avec plaisir, Sébastien, merci à toi. Salut. Freedom Radio.